Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard Doran à Montréal. Vous venez de voir une image en direct en provenance de New York, de ce fameux Economic Club, ce bastion du capitalisme. Ça, c'est l'expression qu'a utilisée le très sérieux Wall Street Journal dans l'article qu'il a consacré hier à la visite à New York du premier ministre du Québec, M. René Lévesque. Alors, le discours de M. Lévesque doit commencer vers 9h15, heure de Montréal. Ça va durer une vingtaine de minutes. Ce sera suivi d'une série de questions que pourront lui poser quelques-uns des 1600 personnes, des invités, enfin des gens qui ont réussi à obtenir une place à l'occasion de ce discours extrêmement important. Auprès des amateurs de hockey, on s'excuse de les frustrer de leur première période. On garantit qu'à 10h, vous aurez droit à la deuxième période. Chose certaine, c'est qu'à M. Lévesque, lui, à New York, une joute toute importante à jouer. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on l'a déjà dit, M. Lévesque est à New York. Pourquoi? Pour rassurer les investisseurs étrangers. On a dit que le Québec, qu'il continue à être province, qu'il devienne éventuellement indépendant, il pourra difficilement fonctionner sans l'appui, sans l'apport de l'investissement étranger, surtout de l'investissement américain. Au fond, lorsqu'on dit que M. Lévesque doit les rassurer, les investisseurs étrangers, ces banquiers qui finalement ont prêté de l'argent au Québec, ce qu'ils veulent savoir, eux, au fond, c'est que cet argent qui a été prêté au Québec, il est en toute sécurité et que cet argent-là leur sera remboursé, même si le but premier du Parti québécois est de faire l'indépendance du Québec. Et ça, M. Lévesque, dès son arrivée à New York hier, auprès des financiers qu'il a rencontrés, il ne s'est pas gêné pour leur dire. Le but premier du Parti québécois, c'est de faire l'indépendance du Québec et devait-il ajouter, un peu comme vous l'avez fait vous-même, Américain, il y a maintenant 200 ans. Alors d'ailleurs, hier, M. Lévesque l'a dit, le fédéralisme, pour nous, c'est impraticable et à nos yeux, le gouvernement central, le gouvernement d'Ottawa n'existe plus. Alors avant de vous présenter ce discours en direct de M. Lévesque, j'aimerais vous présenter mes deux invités qui sont à ma droite, M. Jean-Paul Letourneau, vice-président et directeur général de la Chambre de commerce du Québec, et puis également Claude Beauchamp, le rédacteur en chef du quotidien Le Soleil de Québec. Alors, messieurs, on a quoi, une dizaine de minutes? Là, en ce moment, c'est le gouverneur de l'État de New York, M. Carey, qui, sans jeu de mots, est en vedette américaine en première partie de ce dîner de l'Economic Club. Écoutez, tous les premiers ministres du Québec depuis 1960, à partir de Jean Lesage, Daniel Johnson, Robert Bourassa, ce soir M. Lévesque, sont allés devant l'Economic Club. À vos yeux, il y a 1600 personnes là, qui sont à New York, c'est 200 de plus qu'on en avait accueillis lors de la présence de Nikita Khrouchtchev. À vos yeux, est-ce qu'on a surestimé, surévalué la venue à New York de M. Lévesque à l'occasion de ce discours devant l'Economic Club? Bien, je pense que le nombre des personnes présentes ce soir indique bien que c'est un événement que les Américains considèrent comme très important. J'ai l'impression, je pense que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des Québécois que la démarche que fait M. Lévesque ce soir à New York soit un succès. Je pense que c'est dans notre intérêt. Au niveau de l'opinion publique? Au niveau de la façon dont il pourra rassurer les Américains. Je pense que c'est notre intérêt que ce soit un succès. Je pense qu'on peut compter sur son talent et son habileté pour que ce le soit. Mais on attend beaucoup de ce genre de discours-là. Hein? Oui, on attend beaucoup de M. Lévesque, mais est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il fasse des révélations absolument fracassantes à vos yeux? Peut-être pas, mais on a mis beaucoup l'accent dans les médias jusqu'ici, des chroniqueurs américains aussi, sur le fait que les investisseurs américains étaient très intéressés, surtout à l'aspect social-démocratie du programme du gouvernement, du nouveau gouvernement au Québec. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas négliger l'aspect indépendance et référendum. Parce que, évidemment, il y a les investisseurs institutionnels, mais il y a aussi dans cet auditoire, et compte tenu du fait que c'est très populaire, les investisseurs dans l'industrie, qui, eux, peut-être ont un intérêt assez important à savoir quelles pourraient être les règles du jeu dans un nouveau Québec indépendant. Alors, je pense que cet aspect-là aussi a son importance et n'est pas à négliger. Et enfin, il ne faut pas non plus trop espérer connaître véritablement la réaction de l'auditoire dès maintenant. Je pense que la preuve, ou enfin la preuve de la réussite ou de la non-réussite de la démarche de M. Lévesque sera plutôt dans la prochaine émission du Québec qui sera souscrite à New York. Lorsqu'il s'agira d'emprunt. En déterminant la longueur d'abord et aussi la différence, par exemple, qu'on pourra obtenir de taux avec l'Ontario par rapport à ce qu'on a obtenu auparavant. M. Beauchamp. Oui, M. Lévesque ne pourra sûrement rien annoncer de neuf à New York. Ce serait peut-être un peu indécent de sa part de faire connaître des points précis sur les dates du référendum ou la nature de la question du référendum ou quand et comment il entend faire exactement l'indépendance. Je suis persuadé que sur ces points-là, M. Lévesque va devoir demeurer très évasif parce que lui-même, son calendrier n'est pas prêt. La venue à Québec, à New York de
de M. Lévesque, c'est un événement extrêmement marquant pour les Américains parce que si Québec accède à l'indépendance un jour ou l'autre, mais c'est toute la carte politique de l'Amérique du Nord qui est changée. Il ne faut pas oublier ça. Ce serait l'événement majeur depuis 100 ans sur le plan politique en Amérique du Nord. Alors, avec tout ce que ça peut impliquer pour des investisseurs qui, jusqu'à maintenant, ont toujours considéré le Canada comme faisant partie de leur marché intérieur. Ils ont toujours considéré le Canada comme étant une entité politique acquise, un peu immuable. Alors là, on va sûrement leur dire aujourd'hui, comme on leur a dit hier, que le gouvernement actuel du Québec est dédié à la souveraineté politique. Mais M. Lévesque devrait aller beaucoup plus loin que ça s'il veut obtenir un certain succès auprès de son auditoire. Il devrait être précis sur un certain nombre de choses, en particulier sur la question des investissements étrangers au Québec, sur les questions de Tamisage, à savoir jusqu'à quel point le Parti québécois va réglementer les investissements étrangers au Québec. Oui, mais ça, il y en a été question la semaine dernière. Ben oui, on a l'image de New York actuellement. Monsieur Lévesque, on ne le voit pas, là, mais à la droite de votre écran, si votre écran était un peu plus grand, là, on aperçoit Monsieur David Rockefeller, qui est le président de la Chase Manhattan Bank. Et c'est le président de l'Economic Club de New York qui présente le premier ministre du Québec. Je crois 3% des votes. 3 ans plus tard, le Parti québécois a gagné 30% des votes. Et au cours de la dernière élection, il a remporté une victoire décisive. Monsieur Lévesque est né dans un village de pêcheurs et a commencé son éducation dans une école communale. Puis il est allé ensuite faire des études de droit pour devenir commentateur et journaliste avec beaucoup de succès. Il a abandonné le journalisme pour la politique en 1960 et le reste est connu de tous, est devenu de l'histoire. Monsieur le Premier ministre Lévesque a une vie privée qu'il garde jalousement, mais nous savons qu'il aime beaucoup le poker et qu'il aime la natation. Il s'agit d'une personnalité charmante, d'un homme remarquable qui est connu pour son esprit et sa sagesse, et très respecté pour la clarté par laquelle il exprime son opinion et sans jamais laisser d'équivoque. Monsieur le Premier ministre Lévesque. Monsieur le Président, and as a certain illustrious French general, and there's no analogy of any kind there, used to say, je vous ai compris. Governor Carey, I want to thank you very much for your Carey, je tiens à vous remercier beaucoup de votre accueil chaleureux. J'ajouterai que cela correspond tout à fait à l'accueil qui nous a été fait depuis hier. Je suis certain que vous me permettrez de dire quelques mots bien particuliers à l'intention de mes amis du Québec qui sont venus ici parce qu'ils pensaient que j'avais besoin de leur appui. J'aimerais aussi dire quelques mots à l'intention de nos bons amis du Canada. Certains d'entre vous êtes sans doute venus ici, et je dois vous prévenir d'une chose, notre nouveau gouvernement et moi-même ne pouvons pas décliner les choses comme le gouverneur Carey, puisqu'il est expérimenté alors que nous n'avons que 2 mois. Notre gouvernement, tout récent, est né d'un parti politique lui-même très jeune. Mais il est voué intensivement et consacré très fort, comme tout mouvement d'indépendance, à sa cause, parce que ses objectifs, sa raison d'être sont justement la souveraineté politique pour le Québec. Il va de soi que c'est la raison même pour laquelle nous avons notre victoire d'il y a 2 mois a soulevé beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, même en dehors de nos frontières, avec aussi certaines inquiétudes
voire de la méfiance. Ceci est parfaitement compréhensible, surtout de la part de ceux qui n'ont pas vu tout cela se préparer au cours des dernières années. En effet, nous sommes des voisins géographiquement, mais ceci ne nous rend pas plus proches à d'autres égards. Il existe une différence, mais il est connu aussi que la proximité engendre plus d'ignorance que de connaissance. Je vais donc commencer par vous rappeler ce que vous savez tous, mais vous rappeler que le Québec français est né en même temps que les premières colonies américaines. Son histoire est donc intimement liée à l'histoire de ces 13 communautés qui, après 150 ans de régime colonial, se sont enfin unies pour former les États-Unis d'Amérique. Il y a eu évidemment des bagarres en cours de route, mais nous avons aussi beaucoup de choses en commun. Nous avons partagé le continent. Nous avons le goût des nouvelles frontières, le goût des grands espaces et le goût d'un nouveau mode de vie. Beaucoup d'entre vous ne vous rendez peut-être pas compte que la similitude doit aller très loin puisque le Québec a été très chaleureusement invité à se joindre à l'Union américaine il y a 2 siècles. Il va donc de soi que nous aurions pu participer à votre bicentenaire à titre d'Américain, comme État américain. Je sais, et c'est plus sérieux, je sais que pendant que vous célébriez, beaucoup de Québécois éprouvaient une certaine nostalgie, car tout comme vous, nous croyons, nous savons que nous formons une nation. Nous en avons toutes les caractéristiques. Un territoire bien défini, une histoire, une langue et une culture communes, un vouloir vivre collectif et une identité nationale. Je ne vois rien de plus frappant que toutes les analogies que l'on peut faire entre le climat psychologique que l'on sent aujourd'hui au Québec et celui qu'on décrit dans toutes les publications de l'état d'esprit qui régnait ici il y a 2 siècles. Vous ne vous souvenez pas, mais c'est vrai. À cette époque, un grand nombre parmi les habitants des 13 colonies étaient loin d'être convaincus du bien fondé du projet d'indépendance. Les délégués au Congrès de Philadelphie en 1775 hésitaient à rompre avec la Grande-Bretagne. D'aucuns prophétisaient la catastrophe économique. Certains prévoyaient un tarissement des investissements et l'effondrement de la monnaie, d'une nouvelle monnaie comme le dollar. Pourtant, cette indépendance était si naturelle du fait de la géographie, de l'histoire, de la dynamique des peuples qu'elle se fit. Elle devait se concrétiser, elle s'est concrétisée. Et elle s'est exprimée dans des termes si simples et si profonds, et nous les connaissons bien au Québec, que aucun Québécois ne peut les lire sans une certaine émotion, sans un certain sentiment d'appartenance. Lorsqu'au cours de son histoire, il s'avère nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'avaient uni à un autre peuple et d'assumer, parmi les pouvoirs temporels, le rôle égal et distinct auquel les lois de la nature et les lois divines lui donnent droit. Le respect de l'opinion de l'humanité exige qu'il explique les causes qui le poussent à la séparation. J'aurais volontiers fait de cette première phrase de la Déclaration d'indépendance la première phrase de mon discours, tant elle exprime bien les sentiments que je ressens ici, dans cette capitale financière de New York, quand je viens ici expliquer le Québec et vous expliquer les causes.
Ceci est lié directement à notre histoire. Quelques 15 années avant l'indépendance américaine, le Québec, jusque-là colonie française, a été conquis par les armes britanniques. Cette conquête priva notre société d'une grande partie de son élite repartie vers la France et remit la gouverne de notre vie politique et économique en des mains étrangères. Du coup, la petite collectivité québécoise devint une plante fragile dans un environnement inhospitalier. Il fallait donc tout mettre en œuvre pour la protéger et assurer sa survie. Il aurait fallu ensuite les efforts d'une douzaine de générations pour nous mener au seuil de notre maturité. Mais aujourd'hui, enfin, le Québec, à sa modeste échelle, est une société pleinement développée. Sa population dépasse 6 millions d'habitants, dont près de 82% sont d'ascendance, de culture et de langue française. Sa métropole, Montréal, est la deuxième ville française en importance dans le monde. Notre produit national brut nous place au 23e rang des nations du monde et au 11e rang en ce qui concerne le revenu national per capita. Quant à son territoire, ses ressources sont encore plus vastes que son étendue. L'indépendance pour le Québec semble donc maintenant tout aussi normale, et je dirais presque inévitable, que ne l'était l'indépendance américaine il y a 200 ans. Cette émancipation politique, indépendamment de ses racines profondes, s'appuie maintenant sur des changements sociologiques dont l'un des aspects les plus importants est que notre jeunesse est également très engagée dans cette voie. Pour moi, ce serait comme King Canute essayant d'arrêter la marée que de prétendre mettre un frein à un phénomène qui semble maintenant naturel et irréversible, comme la croissance. Je crois au contraire qu'il faut concentrer les efforts sur l'établissement rationnel de bonnes relations futures entre ce nouveau Québec et ses voisins. La question qui importe, pour moi, celle qui doit préoccuper tous ceux qui portent intérêt au Québec et au Canada, ce n'est pas de savoir si le Québec deviendra ou non indépendant, ni même de savoir quand il deviendra indépendant, mais de connaître comment les Québécois assumeront la pleine maîtrise de leur vie politique. À ce propos, je crois que le passé augure bien de l'avenir. D'une part, et ceci ne change pas, les Québécois sont traditionnellement déterminés à procéder au changement et surtout au grand changement lorsqu'il s'impose en recourant uniquement et strictement aux voies démocratiques. Dans ce sens, l'élection récente se préparait depuis longtemps et l'illustre bien. Toute notre histoire est là pour démontrer que les Québécois n'aiment pas bousculer les choses à la hâte, pas plus qu'ils n'aiment être bousculés eux-mêmes. Il n'y a rien que nous préférions à un sens de continuité. Nous avons appris à vivre, à survivre et à progresser malgré de grands obstacles, parce que nous sommes constants, prudents, mais aussi déterminés. Nous ne procédons pas par bond, mais par transition. Nous pouvons être pour le changement, mais pas pour le désordre. Tous les extrémismes, en effet, nous répugnent naturellement. D'ailleurs, depuis 1960, le Québec a connu une époque de changements accélérés qui ont complètement modifié ses structures sociales, sans pour autant créer les désordres et les traumatismes qui ont affligé plusieurs autres pays en pareilles circonstances. À tel point que l'on a qualifié cette période de révolution tranquille. Or, depuis 7 ou 8 ans, le Québec est engagé dans un processus similaire sur le plan constitutionnel. Une fois de plus, si vous pensez
au côté délicat de ces questions, cette évolution se fait essentiellement dans une atmosphère de sérénité, de calme, avec un grand sens, un profond sens démocratique. De sorte qu'après la révolution tranquille, nous aurons bientôt l'indépendance tranquille. L'un des éléments clés de cette indépendance tranquille, c'est notre engagement clair et ferme en tant que gouvernement de ne jamais bousculer les Québécois dans des changements constitutionnels fondamentaux sans avoir été absolument sûr qu'ils l'acceptent, et ceci à l'avance. Vous savez sans doute que nous avons officiellement annoncé à notre électorat qu'un référendum serait tenu sur la question de l'indépendance, qui permettra à tous les Québécois en âge de voter, sans distinction d'origine, de se prononcer sur cette décision sur l'avenir du Québec. Ce référendum se tiendra au cours de notre mandat actuel, c'est-à-dire tout au plus d'ici 5 ans, et la date en sera annoncée suffisamment à l'avance pour qu'un véritable débat public puisse avoir lieu. En insistant de la sorte sur une approche graduelle et démocratique, nous montrons encore une fois que le Québec a toujours été et continue d'être une des sociétés les plus stables au monde. Nous le sommes. En effet, dans nos sociétés d'aujourd'hui, la stabilité se définit bien davantage comme la capacité de s'adapter au changement que celle d'y résister. Et c'est justement cette faculté de nous occuper du changement sans perdre la continuité qui est une garantie, et la garantie la plus rassurante, de la stabilité économique et sociale du Québec. C'est dans ce même esprit que notre projet de souveraineté politique s'accompagne d'une proposition d'association économique avec le Canada. C'est là une question de logique. En effet, l'économie québécoise est fortement intégrée à celle du Canada. Pour cette raison, mais aussi parce que personne ne veut vivre seul ou ne peut le faire, nous ne nous orientons pas du tout vers une autarcie stérilisante. Nous sommes conscients des exigences de l'interdépendance des nations et des entités économiques. C'est pourquoi nous proposons un nouveau type d'association avec le reste du Canada, de nouveaux liens qui permettront aux deux nations, les anglophones et les francophones, de vivre en harmonie, côte à côte, sans se nuire mutuellement. C'est là quelque chose dont nous sommes prêts à discuter n'importe quand, l'esprit ouvert, prêt à mettre en commun tout ce qu'il faudra mettre en commun sur le plan économique, ce qui doit l'être pour l'avantage du Québec comme du Canada. Ce nouveau partnership pourra prendre la forme d'un marché commun fondé sur une union douanière permettant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux à la manière des pays de l'Europe occidentale. Si vous voulez envisager notre continent, on pourrait faire la comparaison entre l'État d'Alaska et le reste des États-Unis. D'autre part, si le désir est réciproque, nous sommes même prêts à aller au-delà, vers une union monétaire, qui évidemment permettrait d'effectuer des changements politiques en perturbant le moins possible les affaires économiques. Nous retrouvons le même mélange d'innovation et de continuité, et je peux l'assurer, dans l'ensemble du programme de notre parti, le Parti québécois. Notre programme économique et social, par exemple, est le fruit de 8 ans de mûre réflexion et de libre discussion entre nos milliers de membres représentatifs de l'ensemble de la population. Aucun autre parti n'est ainsi représenté dans la population. Les résultats ne sont ni parfaits ni complets à tous égards, mais connaissez-vous un programme politique qu'il soit ou qui doive l'être? Néanmoins, dans l'ensemble, je crois que cela représente un ensemble de politiques fondées dans une optique de changement sans perturbation.
Certaines choses se concrétiseront, certaines sont déjà en cours de réalisation. D'autres éléments, bien sûr, devront attendre que le Québec ait toute la compétence d'un État souverain si la population en décide ainsi lors du référendum. Et donc, pour rester réaliste, il faut convenir que beaucoup de choses devront être revues et amendées en cours de route. Par exemple, nous avons seulement quelques grandes indications en ce qui concerne les relations étrangères du Québec, la défense. Aller plus loin à l'heure actuelle serait présomptueux. Bien sûr, la question n'est pas pressante, n'est pas urgente, mais ces indications générales devront être adaptées aux réalités au moment de l'indépendance. Si l'on veut absolument accoler une étiquette à notre programme, et nous n'improvisons pas, mais s'il fallait absolument y mettre une étiquette, on pourrait le qualifier de social-démocrate. Des partis sociodémocrates ont été ou sont au pouvoir dans plusieurs démocraties occidentales et non les moindres, par exemple la Suède, la Grande-Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest et certaines provinces canadiennes. Il n'y a cependant pas de modèle unique de social-démocratie. Chaque cas doit répondre aux besoins et aux aspirations, mais aussi aux moyens et aux possibilités de chaque peuple, en tenant compte de la situation économique, du contexte et de la conjoncture interne et internationale. Notre modèle de développement socio-économique, en quelque sorte, repose sur le respect de la personne, sur la participation et l'information des individus et des groupes et sur leur implication quant aux décisions qui les concernent. C'est pourquoi, lors de la formation du cabinet, j'ai créé un poste nouveau de ministre d'État à la réforme parlementaire, dont la tâche sera d'améliorer de façon permanente le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Nous préconisons une diminution des disparités entre régions et groupes sociaux, et qui ne le fait pas, une certaine décentralisation administrative, ainsi qu'un appareil gouvernemental plus efficace et plus humain. Nous en avons besoin car nos appareils administratifs sont déshumanisés facilement. Il faut donc un gouvernement plus humain. Nous avons également mis l'accent sur la nécessité d'une intégrité absolue de l'administration publique. À ce sujet, j'ai déjà émis à l'adresse des membres du Conseil des ministres des directives sur les conflits d'intérêts qui sont les plus sévères que je connaisse, puisqu'elles forcent chacun d'entre eux à vendre toutes les actions, aucune fiducie possible, toutes les actions de compagnies publiques dont ils pourraient être détenteurs. Ça va mettre d'ailleurs quelques actions en circulation. Nous entendons surtout instaurer un climat social plus sain, notamment en ce qui concerne les relations de travail. Les principaux agents économiques, tant patronaux que syndicaux, nous ont déjà exprimé leur confiance et offert leur collaboration. 2 mois seulement après notre accession au pouvoir, une nouvelle paix sociale commence à être espérée au Québec. Par des mécanismes de concertation entre le gouvernement et ses partenaires, nous tenterons au cours des prochains mois d'assurer et de consolider cette atmosphère nouvelle en élaborant ensemble les objectifs de notre développement et le rythme de notre croissance et la répartition de nos richesses. Dans ce domaine, déjà, le gouvernement a accepté le principe d'un sommet économique devant se tenir au cours du printemps prochain. Notre programme comprend la mise en place de plusieurs mesures nouvelles. Nous en avons choisi soigneusement quelques-unes au cours de la dernière campagne électorale pour en faire des engagements formels. Ces engagements nécessitent très peu de déboursés supplémentaires et s'appliqueront progressivement. C'est d'ailleurs la façon dont nous entendons agir dans tous les domaines. La situation économique et financière du Québec et de la plupart des pays occidentaux est particulièrement difficile à l'heure actuelle et nous ne le savons que trop bien. Comme je l'ai dit aux étudiants de l'Université de Montréal il y a quelques jours, le Québec, comme les autres, doit apprendre à vivre selon ses moyens.
au chapitre du budget, c'est par un réaménagement des priorités et des réformes administratives que nous réaliserons nos projets et non par de vastes et coûteux programmes, source d'une croissance démesurée de la bureaucratie gouvernementale. Pour atteindre cet objectif aussi rapidement que possible, dès la formation du cabinet, j'ai choisi d'innover en créant au sein même du gouvernement un comité des priorités qui favorisera une prise de décision plus rationnelle au sein même de ce gouvernement. Il nous semble essentiel pour l'économie québécoise de pratiquer l'autorégulation des dépenses publiques en évitant de considérer les marchés financiers étrangers comme des sources inépuisables. Les entreprises et les contribuables québécois sont déjà suffisamment taxés. Et dans toute la mesure du possible, nous n'avons pas l'intention de leur imposer de nouvelles charges fiscales ni de mettre en danger la capacité concurrentielle de nos entreprises. C'est pourquoi la croissance de nos dépenses doit être ajustée à l'augmentation normale de nos revenus fiscaux. Bien sûr, nous aurons à retourner sur les marchés financiers québécois, canadiens et étrangers pour contracter des emprunts. Nous voulons cependant surveiller de très près le taux de croissance de nos emprunts, de beaucoup plus près que par le passé, en particulier les dernières années. Ai-je besoin de dire que nous éviterons des dépenses somptuaires comme les Jeux olympiques de l'an dernier? Je sais que le gouverneur Carey m'a dit que lui-même et sa famille avaient beaucoup aimé les Jeux olympiques. Mais nous retrouvons obligés d'en payer les dépenses. Donc, au lieu de ce genre de dépenses somptuaires, nous avons l'intention de mettre l'accent à des projets essentiels, en particulier ceux qui sont créateurs d'emplois. À cet égard, un grand nombre d'entre vous, dans un auditoire comme celui-ci, savez que l'Hydro-Québec poursuit actuellement de vastes projets de développement de nos ressources hydroélectriques encore inexploitées. Et c'est certainement tout à fait recommandé à une époque de rareté de l'énergie. Si nous acceptons donc le bon sens que représentent des échanges sur l'axe nord-sud, comme notre voisin et ami l'a dit, du gouverneur Carey l'a dit à propos des échanges entre New York et la province, malgré, c'est lui qui l'a dit, une frontière artificielle. Et n'a jamais refusé ses capitaux. C'est une confiance qui est bien méritée et dont j'espère qu'elle se poursuivra à l'avenir. Puis-je ajouter que notre gouvernement est convaincu qu'Hydro-Québec doit rester toujours dans une bonne position financière. En ce qui concerne le développement économique général, il y a eu trop longtemps chez nous un curieux sentiment, à savoir que notre économie ne pouvait être développée que par les autres, comme si le Québec n'était qu'une réserve commode de matières premières pour les entreprises étrangères. Cette attitude, si elle se poursuivait, ne pourrait entraîner qu'une perte de confiance en soi et la dépendance. Nous voulons sortir de cette ornière et désormais, nous voulons jouer un rôle plus décisif dans notre propre développement. C'est-à-dire que plus que jamais, nous voulons profiter de toutes nos possibilités et des grandes capacités de développement de notre peuple, de nos travailleurs, de nos entrepreneurs et également d'ailleurs des biens accumulés qui sont le sentiment d'épargne des Québécois. Cela ne signifie pas du tout que nous avons l'intention de fermer la porte aux investissements étrangers. Bien au contraire, il est évident que nous avons besoin d'investissements, de capitaux et de technologies, tant de sources domestiques que de sources extérieures. Notre propre gouvernement et le Parti québécois, malgré
certaines distorsions involontaires que nous avons l'occasion de lire dans certains articles. Nous tenons à affirmer que nous sommes prêts à rester ouverts aux entreprises étrangères pourvu qu'elles respectent nos particularités culturelles et linguistiques, ce qui n'est après tout que l'exigence normale de toute société vis-à-vis de ses citoyens en tant que corporation. Quant aux limitations des investissements étrangers, nous nous sommes efforcés de définir sous la forme d'un code d'investissement les principes de base d'une politique par secteur. Au lieu d'avoir un système de cas par cas, tel qui a été conçu par le gouvernement d'Ottawa, qui nous paraît beaucoup plus sujet à des décisions imprévisibles et irrationnelles. Nous pensons donc que ce système par secteur permettra de mieux comprendre les règles du jeu et permettra d'avertir les investisseurs étrangers des secteurs qui leur sont ouverts et de ceux qui sont entièrement ou partiellement réservés à l'investissement national. Nous avons déjà mentionné quelques-uns de ces cas manifestes dans les cas des secteurs aussi névralgiques que la gestion bancaire et les entreprises, les médias d'information, les éditions, etc., qui ont un impact direct sur notre développement culturel. Inutile de dire qu'il s'agit là surtout d'un projet d'avenir qui devra attendre jusqu'à ce que l'indépendance nous donne les instruments nécessaires pour son application. Mais comme perspective, nous croyons que c'est une attitude pleine de bon sens et que sa mise en œuvre dotera le Québec d'un guide réaliste dans ce domaine crucial. Et pour parler de questions névralgiques, je dois dire que notre programme ne conçoit pas de reprise directe importante et nous n'avons pas l'intention de nous lancer dans une politique de nationalisation. Toute lecture honnête de notre programme le prouvera. À une exception près, et je vais être bien précis, il s'agit de l'exploitation et de la transformation de l'amiante. Dans la mesure où nous devrions avoir recours à cette ultime solution pour tirer pleinement profit de notre situation privilégiée à l'égard de la concurrence internationale et pour éliminer certaines conditions de travail très regrettables. Mais il n'est pas question de nationalisation dans d'autres domaines miniers tels que celui du fer ou du cuivre, ni dans le secteur de l'aluminium, pas plus du reste que celui de la transformation du bois et de la pâte à papier. Ce que nous voulons cependant récupérer, c'est le contrôle et la gestion de nos ressources forestières élémentaires, pas la pâte à papier et le bois, pour assurer une plus grande rationalité des approvisionnements. Et ceci me paraît une position bien sensée, puisqu'elle a déjà été acceptée, partiellement en tous les cas, par un certain nombre des dirigeants de cette industrie au Québec. Enfin, avant de quitter ce sujet, vous aimerez peut-être apprendre qu'au cours d'un congrès de notre parti, il y a un certain temps, une majorité considérable a rejeté une résolution proposant de nationaliser les compagnies de téléphone publiques, service pourtant public et vital. Donc, en quelques mots, nous ne sommes pas contre les investissements étrangers de façon systématique et nous n'avons pas l'intention d'aller en guerre contre l'entreprise privée. Le Parti québécois a adopté une approche pragmatique plutôt que dogmatique. Le recours à l'entreprise publique n'est pas pour nous un principe général d'ordre idéologique. Nous le considérons simplement qu'un moyen à utiliser avec précaution quand les circonstances concrètes démontrent clairement que ce recours est indiqué. Ces interventions suivront le modèle déjà bien établi, par exemple par notre Société générale de financement et nos autres sociétés d'État. Ce qui revient à dire que le gouvernement québécois est prêt à se lancer dans des entreprises conjointes avec des entreprises étrangères ou domestiques pour des projets d'investissement. C'est ainsi que récemment, notre sidérurgie Sidbeck s'est associée à US Steel et à British Steel pour lancer le projet de Fire Lake qui nécessitera des investissements de l'ordre de 545 millions
de dollars. Et tout récemment encore, notre Société générale de financement s'est associée à une société canadienne du nom de BC Forest et à une société française pour construire une usine de pâtes et papier de quelques 300 millions de dollars à Saint-Félicien, une ville de la région du lac Saint-Jean. Et je voudrais parler également de Sochem, qui est un secteur minier que j'ai aidé à créer au cours des années 60 et qui a donné des résultats particulièrement réussis par comparaison à des expériences américaines avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a d'autres associations avec toutes sortes d'entreprises et de plus en plus de succès dans ce domaine. Donc, nous avons l'intention de construire au Québec une société et un milieu qui conviennent à notre originalité, à nos aspirations, à notre goût, à notre différence. Mais cette différence ne veut certainement pas dire que nous rejetions les valeurs sociales les plus élémentaires, les structures économiques ou les institutions politiques propres au milieu nord-américain. Quel que soit le statut du Québec, nous resterons des voisins éternellement, à la fois du Canada et des États-Unis. Et nous tenons absolument aux liens de collaboration et d'amitié de ce bon voisinage. Il s'agit de liens qui ont été forgés non seulement par l'histoire et la géographie, mais aussi par une multitude d'intérêts complémentaires et d'échanges nombreux et variés. Il y a à l'heure actuelle dans le Québec un mouvement d'affirmation collective d'émancipation qui est assez comparable, je pense, à vos propres débuts. Et nous espérons donc une certaine sympathie, en tous les cas des États-Unis et en tous les cas au moins la compréhension. Enfin, j'aimerais inciter sur le fait que dans notre gouvernement, il y a un bon nombre d'entre nous qui ont une solide expérience administrative et parlementaire, et dans certains cas, une expérience considérable et très solide. Nous sommes donc aussi conscients que tout autre des exigences auxquelles doit faire face un gouvernement. Le fait, par exemple, que ces exigences sont souvent contradictoires. La recherche de nouveaux services, tout en contrôlant de très près les dépenses publiques. En même temps, il faut absolument que nous trouvions le moyen de combattre le taux très élevé de chômage que nous participons avec les provinces atlantiques. Et nous allons faire de notre mieux pour éliminer des disparités qui nous paraissent inacceptables. Essayer de faire partie de cela ou même tout cela est une sorte de quadrature du cercle. Je me console un peu en pensant que tous les gouvernements sont plus ou moins dans le même cas, mais c'est là une bien piètre consolation. Pourtant, si on tient compte de notre détermination en examinant les facteurs positifs, tels que notre détermination que je qualifierais de féroce, et le point de vue tout plein du sens des réalités dont nous voulons faire preuve, ainsi que le caractère très démocratique de notre parti politique, la qualité des hommes en place, l'esprit positif et raisonnable à lequel nous abordons l'exercice d'une responsabilité, des potentialités économiques que vous connaissez bien. En somme, donc, si on observe et on mesure tous ces facteurs, je me permettrai de dire que nous allons réussir tout simplement parce que nous n'avons pas le droit de ne pas réussir. Merci. Thank you, Premier Levesque. Bon, alors, comme on doit quitter l'antenne dans quelques instants avant de procéder à une très brève analyse du discours du Premier ministre, M. Lévesque, j'aimerais vous mentionner une chose, c'est qu'à un moment donné, vous avez vu en surimpression René Lévesque, Québec Premier. Bon, alors ça, on a voulu le corriger, bien sûr, Premier ministre du Québec, ça nous était impossible parce que l'émission, elle est faite à New York et il nous est impossible techniquement, depuis Montréal, de présenter une surimpression inscrivant, par exemple, M. René Lévesque, Premier ministre du Québec. Voilà pour la mise au point qui est importante, je pense. Maintenant, première, je viens juste vous entendre, la Claude Beauchamp, vous avez dit ça n'a pas été une standing ovation. Bon, il faudra attendre, évidemment, quelques jours avant de pouvoir juger exactement de la réaction des milieux financiers américains à ce discours de M. Lévesque. On a vu à la fin que, évidemment, ces gens-là sont restés assis. Oui, mais c'est normal dans ce genre de club. C'est normal dans ce genre de club, mais il arrive souvent lorsque les gens sont impressionnés
qu'il se lève, mais je pense qu'il est tout à fait normal qu'il soit resté assis. Évidemment, M. René Lévesque a été, à mon avis, très franc avec eux. Il est venu leur dire que le Québec, son gouvernement actuel, avait l'intention de conduire la province à la séparation, de changer certaines règles du jeu. Il n'a pas été précis sur tous les points. C'est pour ça que je me demande jusqu'à quel point... Oui, mais est-ce qu'un objectif d'indépendance, on le savait, il l'aura dit, est-ce qu'à la suite de ce discours-là, auprès de ces financiers-là, la façon dont M. Lévesque a l'intention de faire l'indépendance, est-ce qu'elle est plus rassurante? Est-ce qu'elle est nouvelle? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Letourneau? Moi, je pense que c'est un bon discours, fort habile et courageusement consistant compte tenu de l'auditoire auquel M. Lévesque s'adressait. Et... passablement rassurant, compte tenu du dernier programme officiel du parti. C'est-à-dire? Je parle du programme daté 1975. Donc, qui remonte à 1900? Oui. Par rapport à certains aspects, par exemple, de la nationalisation, je pense qu'il a précisé certaines choses. C'est ça. Tout au cours du discours, vous n'avez pas tellement sursauté. Vous avez dit, ce qui est important pour le Parti québécois, enfin, ce qu'on espère, nous, c'est que le Parti québécois, là, à partir de ce que M. Lévesque dit ce soir, c'est qu'il pourra se détacher du programme officiel du parti. Bien, toute la question est de savoir dans quelle mesure il pourra vraiment le faire, et je pense que c'est peut-être au congrès d'avril prochain qu'on pourra mesurer ça. M. Lévesque a très bien réussi, je pense, à faire état d'une nouvelle fierté québécoise au niveau gouvernemental. Vous l'avez dit au début de l'émission, tous les autres premiers ministres du Québec avant lui, depuis M. Lesage, se sont rendus à New York devant les milieux financiers pour rassurer également les investisseurs, parce qu'à toutes les époques, il y a eu des problèmes, la nationalisation de l'électricité, la crise d'octobre, et j'en passe. Mais à chaque fois, je me souviens de les avoir toutes couvertes, ces assemblées-là, comme journaliste, à chaque fois, les premiers ministres du Québec allaient rassurer, mais donnaient l'impression de faire de l'aplevantrisme. Cette fois-ci, M. Lévesque a réussi à éviter ça, sans, d'autre part, choquer les hommes d'affaires américains. Et il a quand même réussi sur des points bien précis, comme sur la question des investissements étrangers, sur la question du tamisage, à donner des précisions, à mon avis, de nature à satisfaire la curiosité des hommes d'affaires américains à ce moment-ci. Fédéral. Sur la question des nationalisations, je pense qu'il a été extrêmement clair également. Il n'est pas question de nationaliser, sauf dans l'amiante. Et sur les questions budgétaires, il a été extrêmement strict. Je m'excuse parce qu'on retourne à la deuxième période de hockey. Les détails au téléjournal. Merci de votre collaboration. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici, Radio-Canada. Ah, c'est ça.